La veille, si vous voulez relire les 3 matières, je peux vous dire que c'est énorme. Et en fait, on avait, je sais plus, mais plus de 1000 pages à apprendre en une semaine. Mes maîtres de mémoire m'aidaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Aujourd'hui, on va parler d'orthophonie, on va parler des études et de l'installation. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo aussi sur mon métier, mais je me suis dit que la vidéo allait être assez longue, donc on va déjà se concentrer là-dessus. Bon, j'ai essayé de structurer la vidéo en plusieurs points, donc n'hésitez pas s'il y a des points qui vous intéressent pas à les passer. Comment entrer en école? Alors, il faut savoir que moi je suis rentrée en école d'orthophonie en 2018, du coup ça a beaucoup changé depuis, puisque à l'époque c'était un concours. Pour la plupart des gens, on faisait une prépa pendant à peu près 6 mois, et ensuite on passait des concours dans plusieurs villes, puisqu'il y avait 3% de réussite au concours. En général, on n'en passait pas qu'un. Je crois que la moyenne dans ma promo, c'était 8 concours passés. Depuis 2020, il n'y a plus de concours en tant que tel. Il faut d'abord passer sur Parcoursup, faire des vœux, et ensuite, si on est sélectionné, on a un entretien oral. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque vous trouverez beaucoup d'informations sur des sites spécialisés, ça peut être aussi sur les sites des assos des universités. Voilà, moi, à l'époque, j'ai passé des oraux, mais je pense qu'ils étaient assez différents. Mais en tout cas, le but des oraux, c'est souvent de tester votre motivation, votre maîtrise de l'écrit, mais aussi de l'oral. Actuellement, il y a 22 écoles en France qui sont organisées en 11 regroupements. Il faut savoir que même s'il n'y a plus vraiment de concours, le taux de réussite moyen reste le même. En 2024, c'était 3,2%, c'est-à-dire 30 532 candidatures et seulement 975 admis. Alors vous allez me dire comment ils font leur sélection maintenant? C'est un peu dur à dire, bien sûr, ils regardent votre dossier, ils aiment quand même que vous ayez eu des bonnes notes, mais ils regardent aussi beaucoup les appréciations des profs, vos centres d'intérêt, votre motivation, parce qu'il me semble bien qu'il y a une lettre de motivation. Ce que je vous conseille déjà, c'est que sur Parcoursup, vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux dans les formations d'orthophonie. Faites-les si vous voulez vraiment être orthophoniste. Faites ces 5 vœux parce que vous en aurez besoin. Alors ce qui est cool, c'est que un vœu, c'est pour un regroupement, mais justement, parfois, dans un regroupement, il y a plusieurs écoles. Donc comme vous pouvez voir, il y a des regroupements où il y a plus ou moins de place, mais il faut pas se dire que dans les regroupements où vous avez plus de place, vous avez plus de chances d'être prise. Par exemple, des villes comme Paris, oui, il va y avoir plus de place, mais il va y avoir aussi beaucoup plus de gens qui postulent. Donc c'est bien de faire le calcul, de savoir à peu près chaque année combien de gens postulent pour le regroupement et combien de places il y a. Par exemple, je peux vous dire que c'est plutôt rentable de postuler au regroupement d'Amiens, Caen et Rouen, puisque vous avez 118 places, mais il n'y a pas énormément de gens qui veulent y aller. Bon, enfin, il y en a quand même beaucoup, hein, mais vous avez 6% d'admission. C'est déjà mieux que 3,2. Ah oui, pour celle qui sera en reconversion, non, il n'y a pas de passerelle. Si vous avez été psychologue avant, vous n'allez pas pouvoir arriver en 3e année d'orthophonie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde démarre à la première année. C'est comme ça, juste, vous pouvez avoir des équivalences. Ça, c'est quand même cool pour alléger votre année. Si par exemple, vous avez déjà fait une licence sciences du langage, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas à passer les examens dans cette matière, en tout cas pour la première année. Alors maintenant qu'on a parlé admission, je vais vous parler un petit peu organisation de l'année, les matières, l'emploi du temps, les examens, tout ce qu'on déteste. Moi, il faut savoir que je suis allée à l'école de Lille, donc tout ce que je vais raconter, c'est vraiment propre à l'école de Lille. Dans chaque école, on a quand même des organisations un petit peu différentes, même s'il y a des choses qui se regroupent, même s'il y a le même bulletin officiel, on est censé faire le même nombre d'heures dans chaque matière, mais on voit quand même qu'il y a des grosses différences entre les écoles. C'est-à-dire que par exemple, Lyon et Lille, c'est des écoles très exigeantes, alors que dans d'autres écoles, par exemple Paris, je sais que la première année, ils étaient pas du tout au bout du rouleau. Donc pour être orthophoniste, c'est 5 ans d'études. Les 2 premières années, je dirais que c'est quand même très théorique. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup le lien avec l'orthophonie. On va avoir plein de choses qui sont autour, mais qui sont assez éloignées quand même. Je vous avoue que la biologie cellulaire, ça m'a pas servi. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir des bases, mais c'est vrai que là, les bases étaient quand même un petit peu poussées et pour pas grand chose. Alors je vais pas forcément faire le détail de toutes les années parce que ça va être sinon très long et un petit peu embêtant. Je vous afficherai les tableaux à chaque fois des années. Mais en tout cas, la première année, il y avait quand même beaucoup de sciences du langage, beaucoup de psychologie, un petit peu de sciences de l'éducation aussi. Après, on avait aussi des matières très scientifiques comme donc biologie cellulaire, neurosciences, de la pédiatrie. Vous avez aussi une matière qui s'appelle imagerie. Vous allez aussi devoir passer le C2I. Vous allez aussi avoir des cours d'anglais. Et ça, l'anglais, vous allez y avoir droit pendant 3 ans. Donc je peux vous dire que c'est un petit peu long parfois quand on ne sait pas bien parler anglais. Alors à quoi ça sert? Notre métier devient de plus en plus scientifique et donc pour eux c'est important qu'on sache lire des articles scientifiques en anglais. Et en première année, vous allez avoir un stage en milieu scolaire. Alors si je ne dis pas de bêtises, moi le stage avait duré 2 semaines, une semaine en grande section de maternelle et une semaine en CP. Le but c'était aussi de voir un petit peu l'évolution des enfants, de voir un petit peu comment ça se passe à l'école parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps quand on est arrivé en école d'orthophonie. On n'est pas allé en maternelle et en primaire. Ah oui, et ce qui était dur pour les emplois du temps, c'est que
on les avait très peu à l'avance et ils changeaient absolument chaque semaine. Vous aviez jamais une semaine pareille et donc même pour celles qui voulaient rentrer chez elles parce que de base elles habitaient à 700 km, et elles étaient vraiment en galère pour prévoir les billets d'avion. En deuxième année, vous allez à nouveau avoir des sciences du langage, de la psychologie, de la psycholinguistique. Vont s'ajouter aussi gériatrie, pharmacologie, infectiologie, des statistiques. Vous allez être formé aux gestes et soins d'urgence. Au 4e semestre, il y aura aussi de la psychopathologie. On va vous parler de pathologie de l'audition et on va enfin vous parler un petit peu de troubles du langage oral. Oui, ça arrive seulement à la fin de la 2e année. On vous parle aussi d'apprentissage du langage écrit. Donc là, vous voyez enfin un petit peu de rapport avec vraiment la profession et ça fait du bien. On va vous parler aussi d'oralité, de fonction oro-myofaciale. Alors au début ça reste très théorique, on va pas encore vous apprendre à vraiment faire des bilans, la rééducation, on va plus voir tout ce qui est étape du développement, voyez. En 2e année, on a à nouveau le droit à des stages. Alors il me semble qu'au 1er semestre de la 2e année, on avait 3 semaines à faire, à répartir entre crèche et maison de retraite. Le but c'est d'avoir un petit peu plus connaissance des jeunes enfants, voir comment ils se développent, apprendre à interagir avec eux si jamais on n'a pas eu par exemple de petits frères et sœurs. Et pour la maison de retraite, ça permet d'être au contact tout simplement de personnes âgées, voilà, suivre les professionnels qui s'occupent d'eux. Et enfin, à la fin de la 2e année, on a notre premier stage chez une orthophoniste. Il me semble que c'était un stage de 2 semaines, on devait trouver 2 orthophonistes et donc aller une semaine chez chaque orthophoniste. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire à cause du Covid, puisque oui, c'était en 2020 que j'étais en 2e année. Et on avait aussi un stage de 3 jours, je crois, chez un audioprothésiste à faire. Pareil, je n'ai pas pu le faire à cause du Covid. La 3e année, ça devient enfin un petit peu moins théorique. On a plein de matières liées à l'orthophonie, déglutition, phonation et articulation. On parle de bilan et d'évaluation en orthophonie, de troubles du langage écrit, troubles de la cognition mathématique, de langage oral, d'oralité, surdité, d'aphasiologie, d'handicap. Bon, par contre, t'as toujours l'anglais à côté. Je vous parle de l'anglais parce que personnellement, ça me prenait beaucoup de temps, parce qu'on avait énormément de travaux à rendre, d'interrogations, des listes énormes de vocabulaire à apprendre. Alors encore les listes de vocabulaire, ça me dérange pas parce que j'ai une bonne mémoire, mais par contre, tous les projets qu'on devait faire à côté, on avait même dû faire une vidéo, je sais plus vraiment ce qu'on devait faire, mais un devoir en vidéo en tout cas, où on devait forcément parler anglais. Tout ça, ça prenait du temps et du coup, moi, ça m'empêchait un petit peu de réviser pour les autres matières. Bon, après, je dis pas, il y en a plein qui arrivaient à réviser malgré tout, qui faisaient des journées de fou et c'est tout, mais moi, l'anglais, c'était déjà trop. En 3e année, on a aussi nos premiers stages, c'est-à-dire que sur certaines périodes de l'année, on va avoir 2 jours de stage par semaine, le jeudi et le vendredi. Le jeudi, on va chez une orthophoniste, le vendredi, chez une autre orthophoniste. C'est nous qui devons trouver et choisir nos propres stages, donc si on veut, on peut le faire en libéral, mais on peut aussi le faire à l'hôpital, en structure, etc. Le truc, c'est que en structure, c'est souvent très difficile à trouver, et en libéral, c'est aussi très difficile à trouver, un peu plus accessible, mais je peux vous dire que, en tout cas à Lille, c'était compliqué de trouver. Il faut s'y prendre bien 6 mois à l'avance, surtout à Lille en tout cas, parce qu'on a aussi des étudiantes qui viennent de Belgique, et comme une orthophoniste peut prendre seulement une stagiaire à la fois, c'est compliqué. Bon, pour les stages, pas d'inquiétude, c'est des stages d'observation. On doit juste poser des questions, être curieux, s'intéresser, mais voilà, on nous demande pas grand chose de plus en 3e année. La 4e année est une année très chargée. Pas grand chose de nouveau, à part que en 4e année, c'est vraiment plus axé rééducation. Je me souviens qu'en 3e année, on parlait quand même beaucoup de bilan, et qu'en 4e année, ça a été vraiment technique de rééducation. En 4e année, à nouveau, il y a 2 périodes de stage, le lundi et mardi. Pareil, il faut trouver 2 orthophonistes pour nous accueillir. Alors là, ce qui devient un peu plus compliqué, c'est que dans les stages, on s'attend à ce qu'on participe plus, surtout au 2e semestre de la 4e année. Là, il faut commencer à préparer des séances, etc. Alors après, il faut voir avec ses maîtres de stage. Les maîtres de stage sont pas censés nous demander de faire toute la journée. Le but, c'est juste de s'exercer à préparer des petites choses, mais c'est plutôt histoire de 2-3 séances par jour. En 4e année, on doit aussi effectuer des stages de sensibilisation à la recherche. Si je dis pas de bêtises, soit vous faisiez un stage vraiment en présentiel qui durait à peu près 15 jours, ou alors vous pouvez aussi faire ce que j'ai fait, donc ça doit correspondre à 120 heures, donc c'est quand même beaucoup, c'est de faire des sortes de formations en ligne, ça s'appelle des MOOC, c'est voilà des vidéos que vous regardez et après vous avez des petits tests pour valider les MOOC. C'est quand même quelque chose qui prend du temps et qui est un petit peu embêtant à faire. Alors au milieu de la 4e année, vous devez choisir votre sujet de mémoire. Alors vous avez des sujets de mémoire qui vont vous être proposés, mais vous pouvez aussi choisir d'inventer votre propre sujet, mais il faut qu'il soit forcément validé et que vous trouviez vous-même vos directeurs de mémoire, etc. Donc c'est pas forcément évident. Donc vous devez rédiger un pré-projet avec une problématique et à la fin de la 4e année, vous allez devoir commencer à rédiger votre introduction, si je dis pas de bêtises, et le contexte théorique. Donc c'est à peu près 10 pages. 10 pages sur 25-30 attendus. Oui, les mémoires d'orthophonie, ils sont pas énormes. C'est pas évident justement de tout caser
en si peu de pages. Il faut réussir à très bien synthétiser, c'est pas évident. Et en même temps, chaque phrase que vous dites doit être validée scientifiquement. On arrive enfin à la dernière année qui est assez particulière puisque vous avez très peu de cours. Bon, il y a quand même pas mal de matières. Il y a d'ailleurs le C2I à nouveau, mais cette fois niveau 2. Vous avez une matière optionnelle à choisir. Quand ils vous disent optionnelle, vous êtes obligé d'en prendre une. Franchement, je ne sais même plus vous dire quelles étaient les options. L'année va être surtout centrée sur les stages et sur le mémoire. C'est-à-dire que vous avez 3 jours de stage obligatoires, donc vous devez avoir 3 terrains de stage différents. Et après, le reste du temps, vous préparez des choses pour vos stages et vous rédigez forcément votre mémoire. Par rapport au mémoire, il y a beaucoup d'étapes. Vous n'êtes pas lâché dans la nature comme ça et à la fin de l'année, on vous demande de rendre votre mémoire. Vous avez régulièrement des échéances, des choses à rendre à vos maîtres de mémoire et parfois ils peuvent vous dire qu'une étape n'est pas validée. Les stages, forcément, on s'attend à ce que vous vous impliquiez de plus en plus, que vous sachiez gérer pratiquement une journée entière de séance, donc ce qui peut représenter une charge de travail importante, surtout si on n'a pas forcément accès au matériel de l'orthophoniste. S'il faut commencer à créer son propre matériel, ça prend énormément de temps. En 5e année, vous allez avoir quelques cours qui vous parlent d'administratif, de démarches, etc. Mais il y en a très peu. Alors je vous ai pas encore parlé des examens. Bon, dans la plupart du temps, les examens c'est à la fin d'un semestre. Vous avez plusieurs jours d'examen. Alors ce qui est dur, c'est qu'on a souvent 3 épreuves par jour et ça se déroule souvent sur 3 jours. Vous avez 9 matières en 3 jours, donc c'est épuisant. La veille, si vous voulez relire les 3 matières, je peux vous dire que c'est énorme. Il y a quand même quelques examens en contrôle continu, mais voilà, c'est pas grand chose. C'est surtout l'anglais. Les premières années, les examens, c'est quand même beaucoup de QCM parce qu'il y a beaucoup de matières scientifiques, mais vous avez aussi des matières où vous deviez rédiger. Plus le temps avance, moins on va avoir de QCM. Au niveau de la notation, on valide son année si on a au moins 10 de moyenne et 8 minimum dans chaque matière. C'est-à-dire que si vous avez 14 de moyenne mais vous avez une matière à 7, vous repassez toutes les matières qui sont en dessous de 10. Si jamais vous allez au rattrapage et que au final vous n'avez pas au moins 10 de moyenne générale et 8 dans toutes les matières, vous redoublez même si vous n'avez qu'une matière qui n'est pas validée. Oui, il y a des gens dans ma promo qui ont redoublé juste pour ça. À Lille par exemple, donc notre promo c'était 90, sauf qu'il y avait 5 redoublants des années précédentes, donc on s'est retrouvé à 95. La première année, on a eu 12 redoublants. On n'était pas une mauvaise promo, mais c'est juste qu'on a souvent eu pas de chance, c'est-à-dire que quand on voyait les annales étaient bon, forcément difficiles, mais nous, on avait souvent des examens encore plus difficiles, ce qui fait qu'on a été seulement 66 diplômés alors qu'on était 95 au départ, sachant qu'il y avait déjà un concours à 3% de réussite. C'est un peu triste d'être seulement 66 à la fin. Au niveau de l'emploi du temps, c'est un emploi du temps très chargé, surtout les 4 premières années, c'était du souvent 9h-18h, voire un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et surtout le midi, on avait peu de temps pour manger. Parfois on avait qu'une demi-heure, parfois 1 heure, parfois 1h30. Au début des études, on a beaucoup de cours magistraux, donc c'est-à-dire en amphi, donc avec toute la promo. Et on a un petit peu de TD, donc c'est-à-dire qu'on est une vingtaine, je crois, par TD. Au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de TD. Au niveau de l'ambiance générale dans la promo, je dirais que c'était surtout en fait des petits groupes. C'était pas une promo soudée, mais parce qu'aussi on était 90. Et surtout, on était une promo quasiment que de filles. Au début des études, il y avait quand même 3 garçons, ce qui était assez exceptionnel, mais ils n'ont pas survécu aux 5 ans et donc à la fin on n'était qu'avec des filles. Et bon, c'est pas forcément évident, une promo qu'avec des filles, il peut y avoir parfois des petites tensions, mais voilà, rien de bien méchant. En première année, on a aussi des marraines. Donc les marraines, elles nous aident un petit peu au début. Elles nous soutiennent, elles nous expliquent un petit peu comment ça va se passer. Et parfois, elles nous passent aussi leurs cours. Et ça fait bien plaisir. Même si les cours changent un petit peu chaque année, ça nous aide quand même à avoir une bonne base et ça soulage beaucoup. Bon, je crois que j'ai déjà bien blablaté. On va passer aux questions. Est-ce que tu utilises beaucoup de statistiques au final? Alors non, c'est vrai qu'on a une matière qui s'appelle statistiques et dans cette matière on doit apprendre des énormes formules parfois. Et non, ça sert un peu à rien, à part calculer les écarts types pour connaître les résultats de nos patients. Pour le coup c'est pas compliqué quoi. Pendant les études, est-ce qu'on va être amené à travailler avec les bébés? En quelle année? Bah du coup on a les stages en crèche, par la suite on peut en voir en stage, par exemple pour tout ce qui est oralité. Est-ce qu'à la fin des études tu te sens réellement capable de pratiquer ce métier? Alors, il y a certaines questions, je vais pas répondre toute seule parce que je trouve que c'est intéressant que vous ayez différents avis. Donc, je vais vous donner l'avis de 2 amis à moi, orthophonistes. Alors, j'ai Alexandra qui dit « Oui, j'appréhendais forcément, mais grâce au stage, je sentais que j'étais prête pour tout ce qui concerne les bilans et la rééducation. J'ai appréhendé surtout tout ce qu'il y avait autour, organisation, logiciel de télétransmission, relations parents, etc. » J'avoue que moi, c'est pareil. C'est vrai que quand je suis arrivée à la fin de la 4e
4e année, je me suis dit purée, il me reste qu'un an, je me sens pas du tout prête. Et en fait, la 5e année est vraiment formatrice parce que vous gérez quasiment toute la journée les séances. Après, il nous manque certaines choses pour se sentir totalement prête. D'ailleurs, mon amie Alice a répondu que non, mais pour tout ce qui est autour, administratif, fiscalité, gestion de l'entreprise, etc. Parce que effectivement, on se dit mais attends, comment je vais faire ma comptabilité? Enfin, t'as aucune idée de comment faire. C'est pas l'école qui va t'aider à faire ça. Donc t'apprends un petit peu sur le tas via des forums, des collègues, les réseaux sociaux. Voilà, moi je suis d'accord avec mes amis. Je me sentais globalement prête pour tout ce qui est bilan rééducation. Pour le reste, j'avais très peur, mais ça s'est bien passé. C'est sûr que ça serait bien que je fasse un effort au niveau des études à ce niveau-là, parce que on voit tellement de choses inutiles, ça serait bien de voir certaines choses en plus qui sont bien plus utiles. Est-ce que les études sont vraiment dures, niveau de difficulté comme médecine ou plus léger? Alors forcément, je n'ai pas fait médecine. Je dirais que c'est pas trop comparable, c'est des études plus difficiles que ce que l'on pense, mais c'est pas la même organisation que médecine, puisque médecine, ils ont soit cours le matin, soit cours l'après-midi, et ils révisent le reste du temps. Nous, le problème, c'est que, en fait, on avait des énormes journées de cours. Tu rentres le soir, tu es lessivé, et donc réviser après, faut vraiment s'accrocher. Donc Alex, elle dit qu'elle pense que médecine, il y a plus de choses à savoir au global, mais plus de temps pour réviser, et qu'en médecine, t'as la sélection la première année, alors que nous, la sélection se fait avant les 5 ans. Mais oui, je vais pas vous mentir, je pense qu'il faut avoir de bonnes capacités générales au départ, ou alors vous allez devoir énormément travailler. Je sais que moi, j'ai eu mention très bien au bac, sans beaucoup réviser, j'avais vraiment une très très bonne mémoire. Quand je suis arrivée en première année d'orthophonie, j'ai un petit peu pris une claque, parce que je me suis dit, ah oui, là, ça y est, il va falloir vraiment travailler, il va falloir que tu t'y mettes à fond. Avec mes copines, effectivement, on n'arrivait pas à réviser au fur et à mesure de l'année. À la première année, on s'est retrouvés à la semaine de révision, parce que oui, avant les partiels, en général, on a une semaine de révision, parfois un petit peu moins, ça dépend. Et en fait, on avait, je sais plus, mais plus de 1000 pages à apprendre en une semaine, et ce qui était totalement impossible. Franchement, c'était horrible. Et avec le temps, j'ai appris à me dire, bon, il faut que je commence à réviser un petit peu avant la semaine de révision. Et au final, ça me permettait de lire tous mes cours 3 fois. Et du coup, d'arriver au partiel assez sereine. En tout cas, de toujours réussir mes partiels. As-tu ton propre cabinet? Si oui, une fois les études finies, quelle démarche as-tu fait pour pouvoir avoir ce cabinet? Alors oui, j'ai mon propre cabinet. Au tout début, j'ai partagé mon cabinet pendant 3 mois avec une ancienne maître de stage. Et ensuite, je me suis installée dans la même structure qu'elle. Depuis, j'ai déménagé parce que bon, c'est un petit peu compliqué, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on a acheté un appartement avec mon père qu'on a rénové en 3 cabinets, un bureau pour moi, 2 bureaux pour mes collègues psychologues. Et au niveau des démarches, alors je vais pas forcément les détailler pareil dans cette vidéo parce que ça va être trop long, mais ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter l'e-book de Sarah Botmy. Il coûte pas cher, il coûte 20 € et encore, elle fait parfois des petites promos. Elle le réactualise chaque année. Là-dedans, tu pourras voir toutes les démarches qu'il faut faire. Apparemment, les taux de sélection sont vraiment bas. Aurais-tu des conseils pour avoir plus de chances d'être sélectionné? Bon, c'est pas évident parce que moi je suis pas passée par la case Parcoursup, mais je dirais que bon, forcément bien travailler sa lettre de motivation, essayer d'avoir les meilleures notes possibles, les meilleures appréciations possibles, et après bien s'entraîner quand même pour l'oral parce qu'ils peuvent vérifier ton orthographe, ta façon de parler, etc. Tu peux faire le projet Voltaire, ça travaille un petit peu plein de petites règles de grammaire qu'on connaît pas forcément. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer de postuler dans le plus de regroupements possible. J'arrive bientôt au bout de mes études et de ce que j'ai vu ou appris, j'ai pas l'impression d'aimer le métier comme tel. Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que tu connais des personnes qui se sont réorientées ensuite? Alors moi, pour le moment, j'ai fait juste une formation sur la langue en ligne. Mais déjà, bon, c'est un petit peu dur de te répondre comme ça. Il faudrait peut-être que je sache qu'est-ce que potentiellement tu n'aimes pas dans le métier. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aimes? Pourquoi tu as voulu faire ce métier? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui t'intéresse plus? C'est un métier hyper large avec plein de domaines, donc tu peux peut-être réussir à trouver. Après, il y a plein de modes d'exercice. Tu peux te dire, j'exerce à l'hôpital, si c'est plus un environnement qui pourrait te plaire, ou alors en structure pour être au contact d'autres professionnels de santé. Mais oui, bien sûr qu'il y a la possibilité de se réorienter. D'ailleurs, il y a un groupe Facebook, je te noterai le nom ici. Mais voilà, c'est toutes les personnes qui sont orthophonistes et qui veulent se réorienter. Je sais qu'il y en a qui font des DU pour avoir aussi la casquette de neuropsy. Mais ouais, malheureusement, il y a beaucoup d'orthos qui se réorientent parce que le salaire est trop bas, parce que énorme charge mentale, irrespect parfois des parents, manque de reconnaissance. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un problème puisque sur ce groupe de réorientation, il y a quand même 10 000 orthos, sachant qu'il y a 20 000 orthos en France. Après, est-ce que ce sont vraiment les cours qui te plaisent pas ou alors les stages aussi? Parce que bon, les cours sont vraiment éloignés quand même de la réalité. Par contre, c'est vrai que si les stages ne te plaisent
connaissent pas, ça va peut-être être un peu plus compliqué effectivement. Quelle a été pour toi ta meilleure et ta pire année d'études et pourquoi? Pour moi, il y en a eu deux pires. Il y a eu la première année parce que c'était la grosse découverte, je me suis un petit peu pris une claque, j'ai vraiment pas révisé assez en avance et donc du coup je me suis retrouvée avec des rattrapages au premier semestre. Bon, le deuxième semestre heureusement je l'ai géré. Et il y a aussi eu la 5e année, mais ça c'est assez personnel. En fait au niveau de mon mémoire, je faisais un mémoire un peu particulier et du coup je savais pas trop comment m'orienter. Mes maîtres de mémoire m'aidaient pas du tout, mais alors pas du tout. Et du coup elles m'ont fait un petit peu perdre confiance et j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et au final je suis très fière de mon mémoire, mais c'est vrai que ça a été un long chemin et j'ai beaucoup remercié mon copain parce que s'il avait pas été là, je sais pas si j'aurais réussi à me sortir de mon lit et me dire si je vais réussir à le finir. Si tu devais donner un conseil à une étudiante en orthophonie, lequel serait-il? Alors franchement, je vais pas t'en donner un, je vais t'en donner plein. Franchement déjà, entoure-toi bien pendant les études, c'est super important. Tes amis, elles vont être un pilier pour tenir pendant les 5 ans. Prends bien en compte les conseils de tes maîtres de stage, mais ne perds pas confiance en toi si on te fait des remarques non constructives, des remarques sur ta personnalité, etc. Parce que oui, tu peux avoir des super maîtres de stage, mais tu peux aussi avoir des maîtres de stage qui sont vraiment pas faites pour être maître de stage et pas faites non plus pour être orthophoniste. Donc si un stage ne se passe pas bien, parle-en à l'administration. Cherche tes stages minimum 6 mois à l'avance, ça t'évitera de ne pas avoir de terrain de stage. En stage, pose un maximum de questions et décris bien le matériel ou alors prends-le en photo. Ça te permettra de savoir quoi acheter par la suite. Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu vois du matériel en 3e année, tu te dis ah bah je m'en souviendrai. Quand t'arrives diplômé, bah parfois tu te souviens plus trop et tu te dis ah mais est-ce qu'il était vraiment bien, est-ce que j'en aurais vraiment besoin, etc. Donc voilà. En stage, n'hésite pas à oser, surtout en 5e année, parce que ça te permettra de te sentir plus prête au moment où tu seras diplômée. Donc n'hésite pas à te challenger, à te dire ah bah aujourd'hui j'essaye de répondre au téléphone, de mener une anamnèse, de faire le retour de la séance aux parents. Forcément je te dirais de réviser régulièrement, de bien t'organiser, ça t'évitera de te sentir complètement sous l'eau parce qu'il y a des gros moments de rush. Et bien sûr prends soin de toi et des loisirs quand même si voilà, c'est des années qui sont bien remplies, c'est hyper important de parfois se vider la tête, faire du sport ou voilà, ce que t'aimes en tout cas. Dernière question, quels sont tes meilleurs conseils pour ton installation dans un cabinet? Alors déjà, comme je l'ai dit précédemment, vraiment pour tout ce qui est démarche, n'hésite pas à acheter le livre de Sarah Botmy. Tu peux aussi regarder sur les réseaux sociaux, par exemple les clés de la réussite orthophonique, qui est un groupe Facebook créé par Guillaume Lefebvre, un orthophoniste, qui donne plein de conseils. Il fait aussi des formations. Ces formations sont pas très chères et elles sont vraiment super intéressantes. Donc tu peux aussi t'y intéresser. Franchement, commence doucement, tu vas faire ce métier pendant de nombreuses années normalement. Pas besoin de se précipiter, je sais qu'au départ, bah voilà, on a envie, ça y est, d'avoir de l'argent, d'avoir un salaire, mais il faut pas non plus tout donner dès le début parce que tu risques de faire un burn-out, hein. Beaucoup d'orthos sont en burn-out. Surtout si tu montes une patientèle, c'est très énergivore. Donc ce que je te conseille, c'est de te dire, bah voilà, je fais peut-être 3 bilans par jour sur 4 jours. Ça fait déjà 12 bilans en une semaine, c'est beaucoup puisqu'après il y a la rédaction. Moi, ce que je faisais souvent, c'est que, par exemple, je faisais une demi-journée de bilan et après, j'essayais de rédiger l'après-midi. Tu peux aussi te dire, bah, je fais un bilan, après, je me prends un créneau d'1h30, 2 heures pour le rédiger et un bilan, etc. D'ailleurs, n'achète pas trop de matériel d'un coup. Achète le matériel de base, le matériel dont tu es sûr que tu as vu en stage, parce que c'est vrai que parfois, on a peur de pas avoir assez d'idées. On se dit, bah, je vais acheter plein de trucs comme ça, voilà, j'aurai plein de choses à leur faire faire. Mais parfois, du coup, tu fais des achats inutiles. On n'a pas trop envie de balancer son argent, surtout que le matériel ortho, c'est quand même cher. Si tu es en galère, n'hésite pas à poser des questions, que ce soit à tes collègues si tu en as, mais aussi, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a des groupes Facebook d'ortho et ça permet vraiment de s'entraider. Tu peux même te mettre en anonyme si t'as trop honte de ta question. Après, ce que je pourrais te dire, c'est au niveau des créneaux. Déjà, mets-toi des limites dans ton emploi du temps que tu ne dois pas dépasser. Par exemple, je sais pas, moi je me suis dit, je ne termine jamais après 18h. Bon, exception quand parfois j'ai un bilan, je peux me dire, allez, une fois de temps en temps, 18h30, mais c'est très rare. Mais sinon, ne mets pas de rendez-vous réguliers après une certaine heure que tu t'es fixé. Pareil pour le matin. On va pas commencer à 7h du matin, à moins que tu sois très matinal. Et n'hésite pas à mentir aux patients sur tes créneaux. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Au début, forcément, mon emploi du temps était vide, mais pour autant, j'allais pas dire « Oh bah allez, faites comme vous voulez, lui, il va forcément prendre le mercredi ou en fin de journée. » Non, tu proposes plusieurs créneaux qui t'arrangent, donc par exemple, les créneaux qui sont difficilement pris. Si tu vois que le parent est vraiment embêté, que voilà, il peut vraiment pas faire autrement, bah tu peux lui proposer un créneau un peu plus intéressant. Mais au début, n'hésite pas à essayer de leur refourguer tes créneaux difficiles à prendre. Ne te mets pas trop la pression, c'est normal de pas tout savoir, tu sors d'études, et même après,
vrai, hein, y a des choses que tu ne sauras pas. C'est vrai qu'au début, moi je paniquais un petit peu. Quand on me posait des questions, je me disais oh là là, est-ce que je vais réussir à répondre? Même si sur le moment tu n'as pas peut-être la meilleure réponse, tu peux toujours dire au patient bah écoutez, je vais y réfléchir et je vous en reparlerai. Voilà, c'est pas grave parfois de pas savoir. C'est mieux parfois de reconnaître d'ailleurs que tu ne sais pas plutôt que dire un petit peu n'importe quoi. Après, pense bien à poser un cadre clair avec tes patients. Par exemple, tu leur dis 3 annulations de dernière minute ou alors carrément des lapins. Après, c'est la porte. Tu vois, ça peut être des choses comme ça, des petites règles établies. Comme ça, ils vont peut-être faire un petit peu plus attention. Tu peux aussi utiliser des logiciels pour t'aider. Moi, j'utilise Indy pour la comptabilité parce que au début, la comptabilité est vraiment pas trop dure normalement. Donc, tu peux t'en sortir avec un robot comptable qui est en plus beaucoup moins cher qu'un comptable. Après, pour tout ce qui est rééducation, tu as LE.com, tout ce qui est logiciel Happy Neuron. Il y a des outils aussi qui permettent parfois d'alléger ta charge. Donc voilà, n'hésite pas à les utiliser. Et puis dernière chose, je te dirais d'investir dans une bonne chaise parce que tu vas être quand même pas mal assise. Bon, je vais m'arrêter là parce que ma caméra n'a plus du tout de batterie, j'ai vraiment trop parlé. J'espère que cette vidéo aura été complète, vous aura aidé. Si jamais vous avez encore des questions, il n'y a pas de souci, vous me les posez en commentaire, je vous y répondrai. Bon je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.